Chers amis, dear friends, liebe Freunde, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet très délicat, la traite des êtres humains. Et en effet, comment les valeurs globales pourraient faire face au trafic d'êtres humains. Alors, vous me permettrez de diviser mon exposé en trois parties. D'abord, de parler de la traite des êtres humains. Ensuite, de définir ce qu'on pourrait entendre par des valeurs globales, comme droit positif ou normes morales. Et troisièmement, dans une conclusion, de vous faire part de certaines perspectives et propositions, notamment sensibiliser, éduquer et former. Alors, d'abord, la traite des êtres humains. En effet, la traite des êtres humains, c'est une forme contemporaine d'esclavage, c'est un fléau universel. Il y a aujourd'hui davantage d'esclaves que jamais auparavant dans l'histoire. C'est un phénomène présent dans tous les pays et souvent invisible. Et il prend différentes formes, un travail forcé dans l'agriculture, dans la construction, dans les travaux domestiques, dans la pêche. Dans l'esclavage sexuel, les mariages forcés et précoces, la maternité forcée, les transplantations d'organes forcés, les enfants soldats, la vente d'enfants et les pires formes de travail des enfants. Et après, pour vous donner quelques chiffres, on pense qu'il y a entre 40 et 60 millions d'esclaves aujourd'hui dans le monde. Et on voit que ce trafic génère 150 milliards de profits illicites et qu'on a 50% de victimes de l'esclavage moderne qui sont dans le travail forcé, qu'on a 37% qui sont dans la sexualité forcée, qu'on a 15% qui sont victimes d'esclavage sexuel, 71% victimes sont des femmes et des jeunes filles, et 29% des hommes et des garçons. Et puis 25% des esclaves sont âgés de moins de 18 ans. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valeur globale? Eh bien, par valeur globale, permettez-moi d'abord de faire un bref survol. Ces valeurs globales, c'est d'abord le droit positif. Ce sont des traités universels tels que le protocole de Palerme, adopté il y a 20 ans, le 15 novembre 2000, qui donne la première définition internationale de la traite des êtres humains. Et ce protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes, en particulier des femmes et des enfants, est presque universellement ratifié. C'est le seul traité international universel sur la traite des êtres humains. Mais il y a aussi d'autres instruments universels, internationaux, qui abordent la traite des êtres humains. Il y en a aussi quelques-uns sur le plan régional, comme la Convention du Conseil de l'Europe de 2005, la Convention de l'ASEAN de 2015, et pour revenir aux instruments universels, alors permettez-moi de vous dire que là, la traite des êtres humains peut être abordée par l'approche des droits de l'homme, l'approche des droits de l'enfant, des droits des femmes, du droit pénal international, du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, du droit des réfugiés, du droit international du travail, y compris sur la protection des travailleurs migrants et de leurs familles. Alors, maintenant, si on voit qu'est-ce qui se passe au niveau national, on voit qu'au niveau national, il y a plusieurs constitutions, j'en mentionnerai quelques-unes tout à l'heure, qui interdisent explicitement l'esclavage. Il y a aussi des plans d'action nationaux contre la traite de personnes. La France a adopté son second plan national le 18 octobre 2019 à l'occasion de la journée européenne contre la traite de personnes. La Suisse a aussi un plan national d'action. Et il y a aussi des dispositions pénales dans les droits pénaux, et ça aussi, c'est très important. Quant aux normes morales contre la traite de personnes,
je dirais, il y a cet appel interreligieux de 2014, du 2 décembre 2014. Et il y a aussi les orientations pastorales qui datent de 2019. Il y a évidemment tout le contexte de Laudato Si. Mais je vais vous donner maintenant plus de détails sur justement le droit positif. Le droit positif universel, régional, mais aussi sur le plan national. Alors, je reviens quand même à ce protocole de Palerme, parce que ce protocole de Palerme est pratiquement universellement ratifié. C'est un protocole qui est d'ailleurs rattaché à une convention pour réprimer le crime international organisé transnational. Et c'est une convention qui dépend de l'UNODC, de l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui est basée à Vienne. Et alors maintenant, quand je passe aussi au BIT, à l'Organisation internationale du travail, eh bien, il y a une convention qui nous intéresse particulièrement, en plus de celle sur la protection des travailleurs migrants, c'est la convention sur les pires formes de travail des enfants. Et cette convention numéro 182 de 1999 est elle aussi extrêmement importante. Elle inclut l'esclavage, la prostitution et le trafic, et 187 États en sont partis. Sur le plan régional, il y a non seulement la Convention du Conseil de l'Europe de 2005, la Convention de l'ASEAN de 2015, il y a aussi ces directives européennes de 2011 qui portent à la fois... Alors, il y a une série de directives du 5 avril 2011 qui sont qui sont pour la prévention et le combat du trafic de personnes et la protection des victimes. Et puis, il y a des directives de décembre 2011 qui sont justement pour combattre les abus sexuels et l'exploitation des enfants, la pornographie des enfants. Et ces deux directives sont très importantes parce qu'elles couvrent très bien le problème. Évidemment, elles engagent tous les États membres de l'Union européenne. Alors, après, ce qui est aussi d'extrêmement intéressant, c'est de voir qu'au niveau régional, on a aussi la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990 qui contient 3 dispositions sur la traite des enfants, une sur le travail des enfants, l'autre sur l'exploitation sexuelle et la troisième sur la vente, le trafic et l'enlèvement des enfants. Et au niveau national, je sais qu'un de nos amis ici va parler en détail et avec une grande expertise de la Constitution de l'Inde. Permettez-moi de mentionner ces 2 articles, 23 et 24 de la Constitution de l'Inde, qui en effet sont extrêmement importants parce que cette Constitution de l'Inde indépendante est un recueil de droits et ce recueil de droits comprend aussi une interdiction du trafic de personnes et du travail forcé, une interdiction de l'emploi des enfants dans des usines ou dans des travaux dangereux. Et maintenant, une autre constitution qui mérite vraiment d'être mentionnée, c'est la constitution de la Mauritanie, où un nouvel article 13 a été introduit, qui dit « Nul ne peut être réduit en esclavage ou à toute autre forme d'asservissement de l'être humain, ni soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Ces pratiques constituent des crimes contre l'humanité et sont punis comme tels par la loi. » La constitution sud-africaine, là aussi l'Afrique du Sud démocratique, après l'apartheid, en 1996, a adopté une nouvelle constitution extrêmement intéressante. Je voudrais juste mentionner l'article 13 sur l'esclavage, la servitude et le travail forcé. Nul ne peut être soumis à l'esclavage, à la servitude ou au travail forcé. Et puis, des plans nationaux d'action, je vous ai mentionné la France, on pourrait mentionner la Suisse et d'autres. Je pense qu'en effet, ceux qui sont intéressés par ces plans d'action devraient regarder le site christusliberat.org où nous avons mis
30 plans d'action contre la traite de personnes qui méritent certainement d'être vus. Alors, maintenant, le code pénal, je mentionne juste le code pénal canadien, mais il est évident qu'on a aussi une disposition dans le code pénal français, dans le code pénal suisse. Le problème, c'est souvent, est-ce que ce code pénal saisit bien toute la gravité du crime que constituent les différentes formes de traite de personnes? Ça, c'est une question que je laisse ouverte. Mais après, c'est une autre question, c'est de voir est-ce que même les juges et les avocats eux-mêmes connaissent ces dispositions. Valeurs globales. Les valeurs morales, les normes morales, eh bien, on peut dire que de nombreuses organisations religieuses dénoncent la traite des êtres humains et assistent les victimes. Et une déclaration commune des chefs religieux contre l'esclavage moderne a été adoptée à Rome le 2 décembre 2014 par des représentants bouddhistes, chrétiens, juifs et musulmans. Et en effet, il ne s'agit pas simplement de souligner que les écritures saintes de diverses religions contiennent des normes défendant la vie et la dignité de la personne humaine et par conséquent interdisant la traite des êtres humains. Mais il s'agit aussi de voir, et c'est ce que cet appel faisait, d'engager les différentes communautés religieuses pour l'abolition de l'esclavage au XXIe siècle. Alors, l'appel citait l'année 2020 pour arriver à cet objectif. Je pense que c'était un peu ambitieux, mais c'est néanmoins courageux et c'est un pas certainement dans une bonne direction. Alors vous voyez ici les différents signataires, le pape François, l'archevêque de Canterbury, des dignitaires protestants, orthodoxes, musulmans, israélites et bouddhistes aussi. Alors maintenant, il faut aussi mentionner qu'il y a un contexte interreligieux dans la lutte contre la traite de personnes. Et que notamment cette déclaration, ce document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et le vivre ensemble, qui a été adopté en 2019 à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, avec la participation du pape François, est extrêmement importante. Et donc, je vous la soumets à votre examen. Mais aussi, il y a parfois des initiatives locales. Et si c'est à Washington, D.C., donc la capitale des États-Unis, où vous avez un groupe interreligieux qui a sorti un manuel, on pourrait traduire ça littéralement, une boîte à outils contre la traite de personnes, et qui disent « ressources pour la prière et pour l'action ». Eh bien, ressources pour la prière et pour l'action, oui, très intéressant. Et comme vous voyez, par exemple, pour les catholiques, on cite d'abord une déclaration du pape Francis de 2016, à une conférence des réseaux religieux en Europe contre le trafic de personnes et l'exploitation, et qui dit en effet que c'est un crime que cet esclavage contemporain, et qui cite la Genèse, Saint Matthieu, Saint Marc, les Corinthiens et les Galates. Et ensuite, je pense qu'il y a d'intéressant, c'est aussi de voir que, à travers ces normes morales, on a une renaissance, un nouveau regard sur la loi naturelle. Et ça, c'est un document de la Commission théologique internationale à la recherche d'une éthique universelle. Je pense que là aussi, c'est un contexte intéressant sur lequel on pourrait revenir. Et je crois aussi une chose extrêmement concrète. Ce n'est pas simplement des grandes idées qui ont pu être adoptées par des dirigeants religieux, mais c'est aussi ces orientations pastorales sur la traite des êtres humains qui ont été publiées par le pape François en 2019 et dont le but est de donner aux diocèses, aux paroisses et aux congrégations religieuses catholiques, aux écoles et universités, aux organisations catholiques et autres de la société civile et à tout groupe désireux de réagir. Outre leur mise en œuvre dans des programmes locaux et la collaboration à distance,
les orientations pastorales offrent également des points clés pour les homélies, l'éducation et les médias. Et il faut aussi mentionner le groupe de Santa Marta. Ce groupe de Sainte Marthe, approuvé par le pape François, a été créé en 2014 pour promouvoir la coopération entre l'Église et la police dans la lutte contre la traite des êtres humains. Ce qu'il faut bien dire, c'est que certains ordres religieux ont été créés dans le but spécifique de libérer des esclaves, comme l'ordre trinitaire fondé en 1098 en France. Aujourd'hui, de nombreuses congrégations religieuses catholiques, en particulier féminines, s'efforcent de prévenir la traite des êtres humains, d'informer le public et d'aider les survivants, que ce soit en Afrique, dans les Amériques, en Asie ou en Europe. Et voilà quelques sites qui pourraient vous donner d'autres orientations et qui pourraient vous montrer aussi les initiatives sur le plan européen, sur le plan des États-Unis, sur le plan aussi de l'Église anglicane, sur le plan par exemple aussi de l'armée du salut. Et je voudrais montrer ici qu'évidemment, il y a des protestants qui sont certainement très engagés dans ce domaine. Vous voyez là une citation d'Isaïe, ou d'Ésaïe, comme disent nos frères protestants, et aussi, après, je voudrais revenir à l'archevêque de Canterbury, le chef de l'Église d'Angleterre, qui s'est engagé depuis longtemps à dénoncer et à combattre la traite des êtres humains. Et ainsi, une initiative CLEWER, C-L-E-W-E-R, qui permet au diocèse de l'Église d'Angleterre et à des réseaux d'églises plus larges de sensibiliser à l'esclavage moderne, d'identifier les victimes, de fournir un soutien et des soins aux victimes. Alors, les musulmans, eh bien oui, les musulmans ont certainement aussi des réflexions et des actions qui méritent d'être vues et d'être lues et d'être encouragées. Alors, aussi, je voudrais voir que non seulement il y avait cette initiative à Washington, mais il y a aussi l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime qui a sorti une publication « Combattre le trafic de personnes selon les principes de la loi islamique ». Et je pense que c'est extrêmement intéressant. Ça ne fait que renforcer les dispositions du droit international, du droit régional et du droit national condamnant et actuellement et en fait interdisant le trafic de personnes. Sur le plan israélite, eh bien oui, vous voyez que là, il y a non seulement les 10 commandements, il y a non seulement le Lévitique, il y a aussi seulement le Talmud de Babylone, ou des citations du Deutéronome, mais il y a aussi un très intéressant manuel pour des communautés israélites qui est sorti par un groupe de rabbins pour les droits de l'homme. Et on voit en effet que ces rabbins font un rappel et disent « Mais écoutez, le peuple d'Israël a lui-même été victime de l'esclavage en Égypte. Souvenez-vous-en. » Et puis, il faut protéger les plus vulnérables, il faut assurer un traitement correct aux travailleurs, il faut rappeler que tout être humain est créé à l'image de Dieu, il faut aussi interdire l'achat de biens qui auraient été produits de manière non éthique. Et il ne faut pas oublier que la rédemption, la libération des captifs est aussi un impératif moral. Alors, je pense que tout cela est intéressant et ça nous montre qu'il y a aussi encore d'autres communautés, comme par exemple ici une communauté bouddhiste qui a publié en 2019 « Réalité de l'esclavage contemporain et explications théoriques bouddhistes ». Et je pense que c'est aussi une perspective qui mérite toute attention. Quant à maintenant, en plus de ces organisations confessionnelles, en plus de ces normes morales, d'autres types de normes peuvent également être mentionnés. Par exemple, les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés en 1965, qui peuvent être utilisés dans la lutte contre la traite des êtres humains par les organisations humanitaires, pas simplement du mouvement de la Croix-Rouge, dans des situations de catastrophe et de conflit.
Et un autre exemple pourrait être les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme élaborés par l'ONU en 2011. Et ces principes sont examinés chaque année lors du Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme. L'édition 2020 se tiendra virtuellement en novembre du 16 au 18. Alors, maintenant, proposition pour les futures étapes. La traite des êtres humains est en augmentation. Il est urgent d'y remédier. Il faut sensibiliser. Sensibiliser le grand public et les professionnels, gouvernements, organisations internationales, entreprises privées. Il faut former sur les instruments internationaux, sur les dispositions nationales et sur les normes morales. Il faut prévenir la traite, protéger et réhabiliter les victimes, poursuivre les trafiquants. Il faut établir une coopération internationale et des partenariats publics-privés, y compris avec les organisations conventionnelles. Il faut soutenir les initiatives nationales et internationales établissant la responsabilité sociétale des entreprises concernant la traite des êtres humains. Un exemple est l'initiative populaire suisse, initiative multinationale responsable, qui fera l'objet d'un vote populaire en novembre de cette année. En 2010, le gouvernement suisse a soutenu l'organisation ICOCA qui a développé un code de conduite pour les prestataires de services de sécurité privée. Ce code comprend l'interdiction de la traite des êtres humains, article 39, du travail forcé, article 40, et des pires formes de travail des enfants. Alors maintenant, en conclusion, je pense qu'il devrait y avoir une synergie, c'est-à-dire de provoquer un mouvement d'opinion publique, que ce soit par des films comme ce Whistleblower qui retraçait une tragédie réelle vécue par une femme policière américaine, membre de la FORPRONU, donc des forces des Nations Unies dans les Balkans, ou Amadou Kourouma, écrivain africain francophone, qui a écrit ce livre « Allah n'est pas obligé » sur la vie d'un enfant soldat entre le Sierra Leone et le Libéria. Et puis aussi, il faut bien dire qu'il y a des artistes, pas simplement en Côte d'Ivoire, mais aussi ailleurs, qui essayent de lancer l'alerte. Et donc, ça nous amène aussi à dire il faut former. Et pour ça, il faut former tous les acteurs, tous les partenaires, et les former non seulement aux normes, mais les former aussi aux bonnes pratiques. Et par exemple, ici, on a un manuel, qui est un manuel sorti par l'Union interparlementaire, avec la contribution de l'UNODC, l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, et UN Gift. Et puis, on a aussi un autre manuel qui a été publié par le Bureau international du travail, l'UNICEF et UN Gift, pour former sur le travail, l'exploitation sexuelle et d'autres formes d'exploitation des enfants. Alors, maintenant aussi, on voit que une chose importante dans la formation, c'est de dire, il était clair qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Il ne faut pas punir les victimes de la traite de personnes parce qu'elles sont entrées illégalement dans un contrée, dans un pays. Il faut au contraire essayer de les protéger, de les réhabiliter et de les admettre même sous une forme d'asile et de protection dans les pays où elles ont été victimes. Et puis, vous voyez que parfois, il y a même des églises qui font le joint entre les normes morales et la technique contemporaine. Et par exemple, l'église de l'Ouganda qui utilise une application sur téléphone mobile pour prévenir la traite de personnes. Alors, maintenant, malheureusement, un des problèmes essentiels, c'est qu'on ne manque ni de traités, ni sur le plan régional, ni sur le plan universel, que souvent les lois nationales pourraient être complétées, que les dispositions pénales probablement devraient être précisées, mais que surtout ce qui manque, c'est la volonté politique et c'est l'éducation qui permettrait de mettre en œuvre, de poursuivre les criminels. Et actuellement, on en est malheureusement bien loin.
Alors c'est pour cela que ce que je vous propose, c'est qu'il y ait, oui, une convergence, une synergie entre les normes morales, religieuses et autres, la législation nationale, les traités régionaux et universels, ainsi que les textes de soft law, tels que déclarations et résolutions. Mais ce qui est essentiel, c'est justement qu'il y ait une volonté politique des gouvernements et une pression de la conscience publique. Ici, vous voyez l'OSCE qui dit « mais il faut absolument que les États triplent le nombre de poursuites pénales contre les esclavagistes dans les 3 années à venir ». Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien oui, se dire que les acteurs actuels, c'est les gouvernements, le système des Nations Unies, les organisations régionales, des ONG, des organisations confessionnelles, des universités, des médias, l'économie privée qui doit aussi passer à une revue éthique de leurs activités, des communautés locales, et ne pas oublier que les victimes et les survivants de la traite de personnes aussi peuvent être des acteurs de prévention et de réhabilitation. Et alors, faire des partenariats publics et privés pour prévenir, pour protéger, pour réhabiliter, pour poursuivre, et puis, et bien entendu, ce qu'il faut, c'est prendre en compte les causes profondes de cette scandaleuse renaissance de l'esclavage contemporain. Et que donc il faut, encore une fois, adopter une pression de la conscience publique sur les gouvernements, sur les entreprises, pour que les normes protégeant la vie et la dignité des êtres humains, que ce soit des normes de droit positif ou des normes morales, protègent pleinement chaque être humain, et y compris les victimes de la traite des êtres humains. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à bientôt.